En une seule nuit de 2025, la rivière Sahel s'est tue et tout le Burkina Faso a retenu son souffle. En fermant ce cours d'eau contrôlé par des entreprises étrangères depuis des décennies, Ibrahim Traoré a déclenché un séisme politique que ni Bruxelles ni Washington n'avaient anticipé. Que signifie vraiment ce pari d'Ibrahim Traoré pour la souveraineté africaine, pour votre façon même de regarder le pouvoir et la dépendance? Et si cette coupure d'eau, apparente catastrophe immédiate, était en réalité le début d'un renversement silencieux et durable du rapport de force mondiale? La décision de fermer la rivière Sahel n'était pas un geste symbolique, mais un choix chargé de risques, capable de redéfinir l'avenir du Burkina Faso. Au moment où l'Europe accusait un sabotage et où les institutions internationales suspendaient leurs prêts, les Burkinabés découvraient que cette rupture révélait quelque chose de plus profond, la possibilité réelle de reprendre le contrôle d'une ressource vitale longtemps confisquée. La promesse est simple: si un pays parvient à maîtriser son eau, il peut maîtriser sa souveraineté politique, économique et même technologique. Mais l'enjeu est immense. Chaque erreur de gestion pourrait plonger le pays dans des pénuries, des tensions régionales et une pression diplomatique accrue. Un mois après la fermeture, les révélations sur les pertes financières accumulées et sur l'emprise étrangère sur les données climatiques ont montré que cette décision ne relevait pas de la bravoure isolée, mais d'une nécessité stratégique. À ce stade, une question naturelle émerge. Si un seul acte peut bouleverser des décennies de dépendance, que pourrait-il déclencher dans les autres nations du Sahel? Les premières données dévoilées après la fermeture de la rivière Sahel ont produit un choc immédiat. Près de 70% de l'eau utilisée par les entreprises étrangères provenait directement de ce fleuve et plus de 1,2 milliard de dollars avaient échappé au Burkina Faso en 3 décennies. Cette révélation, portée publiquement quelques jours après l'acte d'Ibrahim Traoré, a transformé une décision jugée brutale en démonstration chiffrée de dépendance structurelle. À partir de là, la chaîne causale est devenue visible. Pendant des décennies, la gestion de l'eau avait été placée sous contrôle externe, cimentée par des traités coloniaux et des accords opaques signés en 1947 puis consolidés dans les années 1980. Les entreprises étrangères administraient l'écoulement du fleuve, ajustaient les débits et orientaient les priorités d'irrigation selon leurs propres objectifs, tandis que les données climatiques, elles aussi externalisées, servaient à optimiser leurs profits plutôt qu'à sécuriser les besoins nationaux. Ce système fonctionnait comme une mécanique continue. La main étrangère contrôlait les niveaux d'eau, ces niveaux conditionnaient l'agriculture locale, l'agriculture influençait la stabilité économique, et la stabilité devenait dépendante d'une infrastructure que le pays ne maîtrisait plus. L'arrivée au pouvoir d'Ibrahim Traoré a interrompu cette séquence. En découvrant les archives poussiéreuses, les logiciels verrouillés et les brevets détenus à Genève, il a compris que le pays ne possédait ni les codes, ni les données, ni même les mécanismes de surveillance nécessaires pour décider de son propre avenir hydrique. La fermeture de la rivière n'était donc pas une impulsion, mais le point de rupture d'un enchaînement logique. Sans souveraineté sur l'eau, aucune indépendance politique ne pouvait tenir. La population, longtemps tenue à l'écart de ces informations, a perçu la fermeture non comme une provocation, mais comme une reprise de contrôle longtemps attendue. Dans les rues de Ouagadougou, la nouvelle a agi comme un déclic collectif. Pour la première fois, le pays voyait clairement les liens invisibles qui reliaient sa vulnérabilité quotidienne aux mécanismes lointains de la gestion hydrique. Au lendemain de la fermeture de la rivière Sahel, ce ne sont pas les ministères qui ont donné le ton, mais les équipes d'ingénieurs et les communautés locales devenues guides de la transition. Dans les stations hydrauliques de Ouagadougou, des techniciens formés sur le tas ont réactivé de vieux systèmes, contourné des logiciels verrouillés et remis en marche des pompes abandonnées depuis des années. Leur rôle n'était pas seulement technique, ils incarnaient la preuve que le pays pouvait fonctionner sans dépendre d'opérateurs étrangers. Dans le quartier de Tanguine, une équipe de jeunes ingénieurs a réussi à reconnecter une station de pompage isolée depuis plusieurs mois. Ils ont démonté des composants usés, recyclé des pièces anciennes et rétabli un débit minimal en moins de 48 heures.
Leur intervention a permis d'alimenter plusieurs centaines de foyers, montrant qu'un réseau national pouvait renaître par l'ingéniosité locale. Dans un village au nord du pays, des volontaires ont creusé un canal provisoire pour irriguer les cultures menacées. Ils ont travaillé de nuit, éclairés par des torches, et ont réussi à détourner suffisamment d'eau pour sauver les champs de mil. Cette action collective, modeste en apparence, a renforcé l'idée que chaque geste local compensait l'absence d'infrastructures centralisées. À mesure que ces initiatives se multipliaient, la vision initiale d'Ibrahim Traoré prenait forme, un pays capable de tenir debout par la compétence de ses propres mains. Cela nous montre clairement que la souveraineté commence toujours par l'action locale. La rupture commence le 10 octobre 2025, lorsque la rivière Sahel se ferme soudainement et que les contrats étrangers sont suspendus. Avant cette nuit, les entreprises contrôlaient l'écoulement, les données climatiques et les débits. Après cette nuit, le pays se retrouve seul face à sa ressource la plus vitale. Ce basculement immédiat d'un système verrouillé à une autonomie brutale marque le vrai point de départ. Ibrahim Traoré assume la décision sans hésitation. Les premières heures sont chaotiques. Les stations hydrauliques manquent de consignes, les barrages fonctionnent encore selon d'anciens paramètres, les ingénieurs cherchent les codes, les identifiants, les accès techniques, mais beaucoup dépendent en cet écart de serveurs étrangers. Dans les campagnes, la nouvelle circule avant même d'être officiellement annoncée. Les agriculteurs comprennent que l'eau cessera peut-être d'arriver comme avant. Le pays entre dans une zone d'incertitude totale. Puis vient un mécanisme déclencheur se produit. Les audits ordonnés par les autorités dévoilent les chiffres cachés. 70% de l'eau utilisée par les sociétés étrangères, 1,2 milliard de dollars perdus en 30 ans et plus de 80% des données hydrologiques stockées hors du pays. Ce triptyque de chiffres crée un électrochoc. Les ministères se réorganisent, les équipes d'urgence sont déployées, les casernes réquisitionnent des unités techniques, les stations de pompage sont inspectées une à une. La machine étatique s'ébroue enfin. Le point culminant survient, s'installe dans les jours suivants. Les réactions étrangères tombent comme des rafales. Les capitales européennes dénoncent un sabotage. Les États-Unis exigent une explication immédiate. Le FMI gèle un prêt de 400 millions de dollars. Les diplomates convoquent les représentants burkinabés dans plusieurs ambassades. La pression s'accumule presque heure par heure. Mais à Ouagadougou, une scène inverse se produit. Les habitants descendent dans les rues, applaudissent, brandissent des slogans, saluent la reprise de contrôle. Le contraste devient saisissant. Crise internationale, euphorie nationale. Le monde lit la fermeture comme une provocation. Le pays la vit comme une libération. Dans l'intérieur rural, les tensions montent. Les pêcheurs s'inquiètent. Les agriculteurs redoutent la sécheresse locale. Les villages improvisent des canaux temporaires. Les communautés s'organisent en comités de rationnement. Les ingénieurs militaires déploient des équipes mobiles. Les premiers rationnements d'eau sont annoncés dans certaines zones. Le pays traverse une zone critique, sans retour arrière possible. Enfin les répercussions se font sentir. Les révélations publiques issues de l'audit commencent à circuler. Archives truquées, accords secrets, données confisquées, logiciels verrouillés. L'opinion nationale change d'échelle. La fermeture n'est plus une décision brutale, mais une réponse logique à une dépendance documentée. Les voisins s'en mêlent. Le Mali et le Niger observent. Des mouvements citoyens émergent dans ces pays, réclamant des révisions de leurs propres traités hydrauliques. L'effet domino s'annonce. Au sommet de ce tumulte, Ibrahim Traoré reste silencieux. Les décisions se succèdent, mais lui ne parle presque pas. Ce silence, perçu d'abord comme inquiétant, devient une stratégie. Laisser les actes construire le récit. Et c'est dans cette séquence, rupture, chaos, pression, réorganisation, que naît un nouveau rapport de force. La dynamique venait de changer. Avant la fermeture de la rivière Sahel, le Burkina Faso dépendait presque entièrement d'un système hydraulique conçu, contrôlé et optimisé par des entreprises étrangères. Après la rupture, les premières données issues de l'audit ont montré une bascule spectaculaire. Ce qui semblait auparavant être une gestion technique neutre apparaissait désormais comme un mécanisme de captation systémique. Cette transition du normal vers le révélé constitue le véritable delta de compréhension qui a remodelé la perception nationale. Le premier chiffre clé est celui des 70% d'eau prélevée par les entreprises étrangères. Cette proportion illustre la domination opérationnelle totale sur une ressource vitale.
Dans les faits, cela signifiait que la majorité des débits, même proches des zones rurales, étaient ajustés pour répondre aux besoins industriels étrangers plutôt qu'aux cycles agricoles nationaux. Lorsque la fermeture a été annoncée, la répartition réelle de l'usage est apparue au grand jour, une économie locale comprimée au bénéfice d'infrastructures extérieures. Le deuxième chiffre est celui des 1,2 milliard de dollars perdus en 30 ans en raison des contrats hérités des périodes coloniales. Ce montant montre l'ampleur du transfert financier sorti silencieusement du pays. Ce chiffre, issu de documents retrouvés dans des archives oubliées, représentait non seulement une perte comptable, mais aussi une mesure directe de l'impact politique. Pendant 3 décennies, une partie de la richesse hydrique nationale s'était transformée en flux financiers externes, affaiblissant la capacité budgétaire interne. Pour la population, ce n'était plus une abstraction. Chaque coupure d'eau, chaque rationnement se reflétait dans ces centaines de millions de dollars. Le troisième chiffre, et c'est peut-être le plus étonnant, plus de 80% des données climatiques et des niveaux d'eau étaient contrôlés depuis Genève. Cette centralisation extérieure révèle une dépendance technologique structurelle. Cela signifiait que les algorithmes de gestion des débits, les prévisions hydrologiques et même les alertes de sécheresse provenaient d'un réseau de surveillance hors de portée de l'État burkinabé. Lorsque ces données ont été présentées lors d'une conférence de presse, l'opinion publique a basculé. Le contrôle de l'eau n'était plus un débat technique. C'était une question de souveraineté numérique et stratégique. À partir de ces éléments, la position d'Ibrahim Traoré a pris une dimension nouvelle. Il ne s'agissait plus d'un président prenant une décision brutale, mais d'un dirigeant mettant en lumière une architecture invisible qui avait modelé l'économie et la politique du pays. Les ministères ont restructuré leurs équipes. Des ingénieurs ont commencé à reconstruire une base de données nationale. Des techniciens ont remplacé des logiciels verrouillés par des solutions locales, même rudimentaires. Chaque geste, même petit, représentait un delta supplémentaire vers l'autonomie. L'effet social fut tout aussi mesurable. À Ouagadougou comme dans les villages du Sahel, les chiffres ont servi de boussole. Les citoyens comprenaient désormais d'où venaient leurs difficultés, pourquoi les pénuries s'accentuaient certains mois, et comment la fermeture avait permis d'économiser près de 300 millions de dollars en un mois. Économie rendue possible seulement parce que les paiements externes avaient été interrompus. La data devenait une arme, et pour la première fois, une arme nationale. Deux visions s'affrontent depuis la fermeture de la rivière Sahel, chacune portée par des arguments solides et nourris par l'histoire récente du Burkina Faso. La première considère la décision d'Ibrahim Traoré comme un acte courageux, nécessaire pour briser une dépendance devenue insoutenable. Ses partisans soulignent que pendant des décennies, les ressources vitales du pays, l'eau, les données hydrologiques, les débits des barrages, avaient été confiés à des entreprises étrangères, souvent européennes, dont les décisions orientèrent la vie économique du pays. Il rappelle que la souveraineté politique ne pouvait exister tant que 70% de l'eau servait à alimenter des infrastructures extérieures, que 1,2 milliard de dollars avaient échappé au pays, et que plus de 80% des données hydriques se trouvaient entre les mains d'une société privée à Genève. Pour eux, la fermeture n'est pas une provocation, mais une rectification historique. La seconde vision met en garde contre les conséquences de cette rupture. Ces détracteurs craignent que l'économie nationale, déjà fragile, ne supporte pas les sanctions internationales, les prêts suspendus et la perte de technologies essentielles. Ils redoutent qu'un isolement prolongé ne provoque une chute de la production agricole, des tensions internes et l'effritement des alliances diplomatiques. Pour ces observateurs, l'audace politique ne suffit pas à compenser le risque d'un choc économique durable. La réponse Stillman repose sur les faits révélés au cours des semaines suivant la fermeture. Les premiers audits ont montré que 60% du système hydraulique avait été rétabli sans aide extérieure, que les communautés rurales avaient construit leurs propres canaux, et que les ingénieurs locaux remettaient en marche des stations entières autrefois dépendantes de logiciels verrouillés. Ces résultats ne nient pas les risques soulevés par les critiques, mais démontrent que la rupture n'a pas entraîné l'effondrement annoncé. Au contraire, elle a déclenché une réorganisation interne rapide, fondée sur des capacités locales longtemps sous-estimées. Ce moment précis
marque le tournant inattendu. Alors que les capitales occidentales multiplient les avertissements et que les médias étrangers annoncent un effondrement imminent, Ibrahim Traoré reste silencieux. Aucun discours, aucune justification, aucune concession. Ce mutisme, d'abord interprété comme un signe de tension, devient progressivement une stratégie qui inverse la dynamique. Le récit n'est plus façonné par les réactions internationales, mais par ce qui se passe réellement sur le terrain. Dans les stations hydrauliques, les ingénieurs reconnectent les installations une par une. Dans les villages, les volontaires creusent de nouveaux canaux et réparent des pompes brisées. Dans les rues de Ouagadougou, les habitants observent que, malgré les menaces, l'ordre annoncé ne s'effondre pas. Le contraste devient frappant. Les écrans étrangers affichent des cartes rouges, mais le pays voit autre chose, une mosaïque d'initiatives locales qui tiennent. Une révélation centrale apparaît et là. La bataille n'est plus seulement diplomatique, elle devient technique, collective, presque silencieuse. Et c'est ce silence, orchestré sans un mot par Ibrahim Traoré, qui reconfigure l'équilibre des forces. Du côté de l'État et du gouvernement, les premiers effets ont touché l'appareil d'État. Contraint de réorganiser d'urgence sa gestion de l'eau, les ministères ont dû réécrire leur plan hydraulique, créer des cellules techniques et former des équipes capables de remplacer les opérateurs étrangers. En moins de 3 mois, cette réorganisation a permis de réactiver d'anciens réseaux inutilisés, augmentant l'autonomie en eau de 42%. La décision d'Ibrahim Traoré, perçue d'abord comme un choc administratif, est devenue un laboratoire de souveraineté institutionnelle. Pour ce qui concerne les entreprises et l'économie privée, les entreprises étrangères, privées d'accès aux infrastructures hydrauliques, ont suspendu leurs activités, provoquant un vide brutal dans plusieurs secteurs. Pourtant, ce vide a servi de tremplin pour les entrepreneurs locaux, qui ont commencé à concevoir des outils de gestion de l'eau open source et à restaurer des réseaux d'irrigation abandonnés. En 6 semaines, un consortium d'ingénieurs de Ouagadougou a remis en service 70% du réseau d'irrigation. Cette émergence de solutions nationales montre que l'innovation locale était moins absente que bridée par des décennies de dépendance structurelle. En ce qui touche la population et la société, les populations rurales ont ressenti immédiatement l'impact de la fermeture, craignant d'abord les pénuries, les coupures et la baisse des récoltes. Cependant, cette incertitude a déclenché une mobilisation sociale inattendue. Des centaines de volontaires ont réparé des pompes, creusé des canaux et partagé des ressources dans les villages du Sahel. Ce mouvement spontané a transformé une décision technique en dynamique collective, où chaque geste local compensait l'absence d'infrastructures centralisées. Pour de nombreux Burkinabés, l'acte d'Ibrahim Traoré a symbolisé non seulement une rupture, mais aussi une responsabilité partagée. À l'échelle régionale, au-delà des frontières, la fermeture de la rivière Sahel a provoqué une série de réactions en chaîne. Au Mali et au Niger, des mouvements citoyens ont exigé la révision de leurs propres traités hydrauliques hérités de la colonisation. À Bruxelles et à Washington, l'inquiétude a grandi face à un possible effet domino sahélien, susceptible de remettre en cause la chaîne d'approvisionnement énergétique et les modèles de coopération régionale. Ce repositionnement géopolitique a montré que le geste d'un pays souvent perçu comme périphérique pouvait ébranler les équilibres établis. Le Burkina Faso n'était plus seulement un acteur régional, il devenait un symbole. Dans un premier scénario de stabilité fragile, dans cette trajectoire, le Burkina Faso parvient à maintenir son indépendance hydraulique tout en évitant un effondrement économique. Les initiatives locales continuent de se développer, renforçant progressivement les systèmes de contrôle interne et améliorant la distribution de l'eau dans les zones rurales. Les sanctions internationales persistent, limitant les échanges commerciaux et freinant l'accès aux technologies essentielles, ce qui maintient la croissance autour de 2,1%. Le pays apprend à fonctionner dans un environnement contraint où chaque décision politique devient une opération de survie et chaque erreur pourrait ralentir les progrès. Ce scénario n'offre pas de confort, mais il permet au pays de tenir. Dans un scénario optimiste, nité régionale, une innovation. Si les alliances régionales se renforcent,
Le geste initial pourrait devenir un précédent historique pour le Sahel. Le Mali et le Niger pourraient formaliser un conseil du bassin du Sahel, créant une autorité africaine commune pour la gestion de l'eau, fondée sur le partage des données et la mutualisation des savoir-faire. Les innovations locales, déjà visibles après les premières semaines, pourraient devenir la colonne vertébrale d'un nouveau modèle énergétique et hydrique africain. La croissance pourrait atteindre 4 à 5%, tirée par des infrastructures rénovées et une autonomie accrue. Le pays, longtemps perçu comme vulnérable, se transformerait en laboratoire continental de souveraineté. Dans un scénario plus sombre, haine croissante, haine effondrement. Si les sanctions s'intensifient et que les flux commerciaux se contractent davantage, le pays pourrait voir sa production agricole chuter de 15% en une saison, entraînant des tensions sociales et politiques. Les technologies hydrauliques, déjà fragilisées, deviendraient difficiles à maintenir sans composants importés. La méfiance des investisseurs étrangers s'amplifierait, isolant davantage le pays. Les voisins, sous pression occidentale, pourraient prendre leur distance, réduisant la portée symbolique de la rupture initiale. Dans ce cas, la résilience interne serait mise à l'épreuve. Une recommandation stratégique se dégage. Face à ces trois scénarios, une logique s'impose. Ne pas confondre vitesse et direction. Un pays peut avancer lentement tant qu'il ne recule pas. Pour ceux qui suivent la politique africaine, ce premier groupe d'observateurs, la fermeture de la rivière Sahel révèle plus qu'un épisode de tension diplomatique. Elle montre comment un pays, souvent considéré comme périphérique, peut, par une seule décision, remodeler l'équilibre des forces régionales. Les semaines qui ont suivi ont mis en lumière le rôle des archives oubliées, des contrats hérités et des infrastructures externalisées, rappelant que les choix d'aujourd'hui s'inscrivent dans une longue continuité historique. Pour les personnes intéressées par l'économie et les infrastructures, ce deuxième groupe d'observateurs, l'affaire expose les mécaniques invisibles qui façonnent les dépendances nationales. Les chiffres, 70% de l'eau allouée à des entreprises étrangères, 1,2 milliard de dollars perdus en 30 ans, plus de 80% des données hydriques contrôlées depuis Genève, révèlent un paysage économique où la souveraineté s'est longtemps dissoute dans des flux techniques et financiers. La réaction rapide des ingénieurs locaux et la remise en marche de 60% du réseau hydraulique sans aide extérieure bousculent les idées reçues sur la fragilité du pays. Pour les citoyens attachés au quotidien, ce troisième groupe d'observateurs, la transformation est plus concrète. Les volontaires qui creusent des canaux, les jeunes qui réparent les pompes et les familles qui gèrent l'eau de manière collective incarnent une dynamique sociale rarement visible dans les graphiques ou les communiqués officiels. Ce sont ces gestes répétés qui donnent un sens humain à une décision d'État et qui expliquent pourquoi, malgré les difficultés, la population a soutenu l'acte d'Ibrahim Traoré. Pour assurer la pérennité de la souveraineté hydraulique du Burkina Faso, un plan structuré en 5 étapes est essentiel. Chaque phase doit non seulement renforcer l'autonomie, mais aussi établir un cadre mesurable pour garantir la durabilité. Pour ce qui concerne les personnes impliquées, renforcement des capacités locales. Le premier objectif est de former 300 techniciens nationaux en hydrologie et gestion des ressources en eau. Cette formation, organisée dès le premier trimestre 2026 par l'université de Ouagadougou et des experts locaux, doit permettre de réduire la dépendance aux entreprises étrangères. Les données hydrologiques seront désormais collectées et analysées par des équipes internes. Pour ce qui est des actions à mener, mise en place d'une base de données nationale. Un système centralisé pour suivre les niveaux d'eau et la consommation à travers le pays sera créé. Les informations seront partagées entre les communes, les gouvernements locaux et les citoyens via une plateforme publique accessible à tous. Chaque donnée sera vérifiée chaque mois pour garantir la transparence. En ce qui touche le calendrier, reprise progressive des infrastructures, d'ici la fin de l'année 2026, le pays s'efforcera de réactiver tous les barrages et stations de pompage abandonnés depuis des années. Le calendrier prévoit une remise en service de 90% des infrastructures critiques d'ici 12 à 18 mois. Quant à la manière de procéder, coordination régionale avec le Mali et le Niger,
Le Burkina Faso constituera un comité régional de l'eau pour partager les meilleures pratiques et mutualiser les ressources hydriques. Cette structure permettra de centraliser l'expertise et de mieux répondre aux besoins de la région. Enfin, pour mesurer les progrès, audit transparent et rapport public. Tous les projets seront audités régulièrement et publiés sous forme de rapports accessibles au public. Les citoyens pourront consulter les progrès réalisés et l'efficacité des mesures mises en place. Ibrahim Traoré n'a pas seulement pris une décision politique le 10 octobre 2025. Il a redonné au peuple burkinabé une part de ce qu'il avait perdu depuis des décennies, le contrôle de ses ressources naturelles, de son destin. La rivière Sahel, fermée une nuit, est devenue bien plus qu'un simple cours d'eau. Elle est devenue le symbole d'une rupture, d'un renouveau, d'une nation qui choisit de se relever par elle-même. Cette action est un tournant non seulement pour le Burkina Faso, mais pour toute l'Afrique, qui regarde le pays comme un modèle de souveraineté retrouvée. Pour conclure, un motif central réapparaît. Le fleuve Sahel, une fois symbole de soumission, coule à nouveau, mais cette fois sous le contrôle des Burkinabés. Là où tout a commencé, un peuple se tient droit, prêt à reprendre son histoire. La souveraineté, ce n'est pas une promesse, c'est une responsabilité. Le geste d'Ibrahim Traoré ne doit pas être perçu comme un acte isolé, mais comme un appel à réfléchir à la place de l'Afrique dans un monde globalisé. Le Burkina Faso a choisi de reprendre son destin en main, de ne plus subir l'influence extérieure, mais de redéfinir son avenir en fonction de ses propres priorités. Cela soulève une question fondamentale. Qu'est-ce que l'indépendance véritable, au-delà des mots et des symboles? Comment, en tant que continent, pouvons-nous utiliser nos ressources et notre savoir-faire pour façonner un futur où chaque décision est prise pour et par nous? Ce qui s'est passé avec la rivière Sahel est un exemple concret. Un simple acte peut redéfinir des siècles de dépendance, mais la vraie question demeure. Et vous, qu'allez-vous faire pour contribuer à cette transformation ?